Tribunal de l'actualité, acte 2 de la semaine. Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Bien le bonjour à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre sur les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adams Kaledo-Drago, président de ce tribunal. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les juges. Bernard Bougma, Geoffroy Vaha. Bonjour, président Drago. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, madame, messieurs. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président. Bonjour, éditeurs et téléspectateurs. Situation sécuritaire au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP réaffirme son soutien aux nouvelles autorités et appelle les Burkinabés à faire bloc derrière le président Damiba. C'est ce qu'on peut retenir de la sortie médiatique de la direction politique du CDP, El Edi Komboigo. En tout cas, l'actualité nationale et la vie du parti sera au cœur de la présente convocation. Et à la barre ce matin, nous avons Boubacar Sanou. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes premier vice-président du CDP et avec vous, comme je l'ai dit, nous allons parler en tout cas de l'actualité nationale, notamment la situation sécuritaire et aussi la vie du parti. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Une fois de plus, bonjour messieurs les juges, vous avez la parole pour les avant-propos. Nous allons commencer avec le juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette seconde convocation de la semaine? Merci président. Ce qui retient notre convocation, c'est en avant-propos, c'est le bulletin d'information de l'armée qui a été fourni donc, hier lundi. Et donc, il a été dit que dans la période d'un mois, donc du 15 mars au 15 avril, il y a eu des avancées notables sur le terrain dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Enfin, quand on tient compte du bilan des terroristes qui ont été neutralisés dans ce bulletin d'information. Alors, l'armée dit que c'est effectivement un travail qui est fait, même si elle communique au moins. Donc, effectivement, ce bulletin, les informations contenues dans ce bulletin sont révélatrices de ce travail qui est fait. Maintenant, dans l'opinion, la lutte contre le terrorisme aura véritablement les fruits quand on verra de façon visible les villages réinstallés. Là aussi, on nous signale qu'il y a des villages qui ont été réinstallés, mais compte tenu de la délicatesse du sujet, compte tenu de cette sensibilité, le pouvoir actuel ne communique pas pour ne pas que ces personnes qui sont reparties chez elles puissent être la cible d'attaques terroristes. C'est vrai que sur la question, on peut effectivement épiloguer compte tenu également de la présence des hommes armés non identifiés dans ces localités qui connaissent bien les villages. Et s'il y a un village qui est réinstallé, c'est pas évident qu'ils ne puissent pas effectivement les voir. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, j'ai dit, ça va être les signes visibles de ce travail-là. Il y a d'autres indicateurs qui effectivement font état de ce que pour cette saison, certaines localités pourront cultiver sereinement parce qu'il y en a qui pourront réinstaller. C'est vraiment l'espoir, c'est vraiment... si cela est avéré, c'est effectivement l'encouragement à aller dans ce sens. Parce que les Burkinabés des villes et des campagnes n'aspirent qu'à la paix, n'aspirent qu'à la stabilité. Et aussi pour regarder des personnes âgées, des enfants, des familles des enfants qui quittent leur localité, qui tendent la Sébile ou qui sont condamnés à faire d'autres boulots pour pouvoir survivre. Pour des localités où certains ont vécu depuis leur existence jusqu'à leurs 80 ans, 90 ans et qui ont été forcés un moment à fuir, ce n'est vraiment pas évident. Et surtout quand vous êtes une autorité administrative ou coutumière et vous fuyez, vous laissez cette localité-là, quand on tient compte de ce que cela représente en termes de dignité humaine, en termes d'honneur humain, c'est vraiment pas évident. C'est pas très facile à gérer comme réalité. Donc la prière, c'est effectivement que ces personnes-là puissent être relogées. Mais quand on tient compte de ceux qui sont tombés et se dire également que c'est des Burkinabés, la réalité aussi c'est qu'elle n'est pas reluisante. Parce que quand c'est comme ça, c'est un bilan qui est positif quand on présente, mais quand vous regardez également que ce sont des frères burkinabés, ce sont des sœurs burkinabés qui figurent également parmi ces victimes, je pense qu'il y a aussi à se regarder en face et à se parler directement. Le gouvernement dit, nous ne négocions pas, mais dialogue, parce que la négociation suppose des concessions, mais le dialogue, c'est beaucoup sur d'autres axes. Vivement que la sérénité revienne partout au Burkina Faso, parce que ce qui est donné de voir n'est vraiment pas un tableau
à l'honneur de notre pays. Donc c'était ce que j'avais comme avant-propos. Merci juge Bourma pour cette lecture. Juge Var, nous vous écoutons. Oui, merci président. Moi, mon avant-propos va concerner le Mali. Hier lundi, il y a eu réception de matériel militaire de la partie malienne qui venait donc de Russie. On dit qu'il s'agit d'un deuxième lot de matériel d'équipement militaire qui venait d'être donné. C'est composé d'hélicoptères de combat et puis ce qu'ils appellent, je vais bien trouver ça, des radars de surveillance qui devaient donc les aider dans cette lutte-là. Et quand on a écouté notamment le chef d'état-major général des armées, il a dit de façon très claire que cela dénote et de façon manifeste la santé de la coopération qu'ils ont avec la Russie. La Russie dont le président, faut-il le rappeler, disait il n'y avait pas si longtemps devant Macron qu'il n'y a pas Wagner. En tout cas, de ce qu'il sait, au Mali, lui ne coopère pas avec Wagner. Le Mali qui dit il n'y a pas Wagner, il y a une coopération avec la Russie. Donc, c'est de coopération avec la Russie dont on parle ici, c'est pas de Wagner. Donc, il parle de cette coopération-là qui est en parfaite santé. Maintenant, quand on écoute aussi Oumar Diarra, qui est lui général de division, il y a un autre point qu'il sort, qui pour moi est très important. Il dit que c'est une volonté politique du Mali et de ceux qui sont à sa tête d'armer conséquemment ces militaires et travailler à un retour à la paix. Donc, le caractère volonté politique est très fort ici. Ça veut dire qu'il y a un Mali qui, depuis un certain temps, ça on l'a plus remarqué, a une posture qui, selon ses autorités, en termes de choix, ne se fait que pour le Malien. Ils y vont à fond. On sait le revirement vers la Russie, ce que ça a donné comme conséquence dans les rapports qu'ils ont traditionnels avec la France et beaucoup d'autres pays européens. C'est quelque chose qu'ils assument de façon très forte. On sait aussi le désamour avec certains chefs d'État de la sous-région, notamment avec les conséquences que nous avons en termes de sanctions concernant le pays. Mais c'est, quoi qu'on dise, Mali qui reste droit dans ses bottes, qui continue sa coopération avec la Russie, qui continue de glaner les points qu'il peut et qui croit fermement au choix qu'il a fait. Vous savez, on peut se tromper, mais tant que c'est de bonne foi, c'est difficile de vous en vouloir. En tout cas, il y a un Mali qui est résolument engagé sur une voie et qui ne triche pas là-dessus, et on attend de voir les résultats que tout cela va donner. Merci pour ces avant-propos, messieurs les juges. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble en direct et en simultané du lundi au vendredi sur les antennes des médias leaders True TV et Watt FM. Nous allons parler politique et sécurité ce matin avec Alabar Boubacar Sanou, une fois de plus. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, je précise que vous êtes premier vice-président du CDP version Edi Kombouego. La précision, en tout cas, elle est de taille parce que, justement, nous avons vu récemment sur la toile une déclaration de Achille Tapsoba se réclamant président par intérim du CDP. Alors, cela veut dire que le bicéphalisme continue à la tête du parti. Finalement, qui a le récépissé du CDP? Bon, rectificatif, il n'y a pas deux CDP, il n'y a qu'un seul CDP. Et en attendant les renouvellements, ou en tout cas que le nouveau récépissé soit délivré, l'ancien récépissé a force de loi, et l'ancien récépissé est détenu par le président Edi Kombouego. On peut peut-être accepter l'exemple de courant dans un parti, mais il n'y a pas deux ailes au niveau du CDP, il n'y a qu'un seul CDP, et dont le président est Edi Kombouego. D'accord. Voilà. Merci pour cette précision. Alors, quand on parle de crise au niveau de la scène politique, vous n'avez pas le monopole de ces questions-là. Il y a aujourd'hui le MPP qui est dans une zone de turbulence avec des cadres du parti qui ont démissionné, qui ont créé un nouveau parti appelé le PPS. Alors, on nous apprend également qu'il y a des transfuges de plus d'une dizaine de partis qui composent, je dirais, cette nouvelle formation politique. Est-ce que le CDP a été touché et votre regard justement par rapport à la création de ce nouveau parti? Bon, jusqu'à la création du nouveau parti, nous n'avons pas eu vent de démission donc à notre sein. Et il se peut qu'il y ait des militants à la base qui aient adhéré, mais pour le moment, en tout cas, n'ont pas d'informations précises parce que vous savez que la scène politique burkinabé est tellement mouvante. Maintenant, mon appréciation par rapport à la création de ces partis, bon, vous savez, la loi consacre la création des partis. Les individus donc sont libres de s'associer, de créer leur parti. Maintenant, dans notre contexte actuel où nous sommes dans une situation de lutte contre l'insécurité, où nous sommes dans une situation d'instabilité même qui menace même l'existence même du pays,
Bon, nous pensons qu'il était loisible que pour le moment, et certains puissent en tout cas mettre de côté leurs ambitions pour que nous puissions faire face à cette situation, parce que aujourd'hui, créer un parti politique pour aller parler à qui? Du moment que ton propre électorat, c'est peu même que certains qui sont aujourd'hui donc voilà, et à l'origine de la création de ces partis-là ne peuvent même pas se rendre dans leur village. Alors donc vous créez un parti pour aller vous adresser à qui? Il était peut-être plutôt loisible que les gens œuvrent à ce que la situation puisse se stabiliser, que les populations puissent retrouver donc leur village d'origine. Et maintenant, en ce moment, effectivement, bon, on peut laisser libre cours donc à nos ambitions. Mais en attendant, nous pensons que la priorité des Burkinabés aujourd'hui, ce n'est pas la création de partis politiques. La priorité des Burkinabés aujourd'hui, c'est plutôt donc le retour de la sécurité, le retour des déplacés internes. Et surtout donc aujourd'hui l'accès aux matières premières de base, aux denrées de première nécessité. Et vous n'ignorez pas aujourd'hui que la famine menace pratiquement la moitié de la population. Nous pensons que réellement ce sont les préoccupations qui doivent être les préoccupations majeures de tout leader politique aujourd'hui, et non la création de partis politiques. Vous estimez que les priorités sont ailleurs, surtout quand on vous demande de ne pas faire de l'activisme politique débordant. Quel contenu vous donnez à ce vocable? Bon, l'activisme politique débordant, du moment que nous n'avons pas eu de définition claire du concept, bon, chacun l'interprète à sa façon. Mais nous pensons qu'effectivement, du moment que nous-mêmes, étant acteurs sur le terrain, et nous nous rendons compte qu'il nous est difficile même de nous rendre chez nous, dans nos villages, beaucoup de cadres aujourd'hui politiques n'arrivent pas donc à rentrer chez eux, dû à l'insécurité. Du moment qu'aujourd'hui, et dans beaucoup de localités, les sollicitations vont plutôt donc vers voilà, la mise à disposition de ressources alimentaires. Bon, nous pensons qu'effectivement, bon, si vous-même vous avez l'esprit préoccupé à ces situations, bon, il vous est un peu difficile aussi de pouvoir voilà, être là et amener des activités politiques avec une certaine ferveur et un certain engagement, au moment où effectivement également, si vous êtes un leader politique en tout cas qui répond aux préoccupations de la base, où les préoccupations qui vous remontent ne sont pas venez nous entretenir donc pour voir comment vous allez remporter les élections, mais plutôt comment on peut retourner chez nous, comment on peut avoir à manger. Donc l'un dans l'autre, tout leader politique conscient sait que effectivement la préoccupation aujourd'hui des populations n'est vraiment pas donc l'organisation de grands meetings ou d'assemblées générales, mais plutôt en tout cas le retour de la sécurité. Donc l'un dans l'autre, l'activisme politique débordant, chacun l'interprète à sa façon, mais ça dépend donc du niveau de prise de conscience de chaque acteur. D'accord. M. Bougouma. Ok, en question de généralité, vous dites qu'il n'y a pas deux ailes au CDP, alors que lors d'une conférence de presse, le président Edou Kombogo lui-même a dit que les autres se réclament de l'aile historique et vous réclamez de l'aile futuriste. Il y a quand même deux ailes, M. Sanou. Non, je pense que c'est une boutade, parce qu'elle faisait suite donc aux propos tenus par un de nos camarades donc, au Sénasa, lors donc, d'un meeting. Et donc le président Edou Kombogo, c'est juste une boutade, sinon dans son fort intérieur, je ne crois pas que lui, il est à l'esprit effectivement qu'il est à la tête des DCDP ou qu'il ambitionne avoir des types de militants dans son parti où il y a les futuristes, où il y a les historiques. C'est cet ensemble donc qui constitue le CDP et donc nous prenons ça sous la forme d'une boutade et non effectivement donc le fait de reconnaître l'existence des deux ailes. Alors, le congrès est terminé. Vous avez déposé vos dossiers au niveau du ministère en charge des questions politiques comme il se doit. Alors, vous n'avez pas encore le récépissé. Pourquoi est-ce que ça traîne? Non, vous savez que nous sommes des républicains et nous sommes des personnages, des personnalités disciplinées. Et nous nous conformons également aux dispositions donc, de la République. Nous avons effectivement déposé un dossier le 29 à l'issue du congrès. Et le récépissé, l'administration avait donc la latitude de nous remettre notre récépissé ou d'enregistrer le récépissé au bout de 60 jours, donc 2 mois. Les 100 jours sont épuisés, mais également nous devons avoir aussi l'honnêteté et le courage de reconnaître qu'il y a des événements qui ont impacté la vie de la nation, notamment donc la rupture de l'ordre constitutionnel avec donc le renversement du régime du président Roch, l'établissement du même ordre, et vous voyez que quand même il y a eu voilà, un peu donc de chancellement. Et donc, le nouveau gouvernement a été installé. Il est loisible qu'on donne le temps, effectivement, au nouveau ministre également de prendre connaissance et également reconnaître que
effectivement, et c'est vrai que pour nous militants du CDP, c'est notre priorité principale, mais nous pensons que les ministres de l'administration du territoire et de la sécurité, même si le dossier doit faire partie de ces priorités, nous pensons que aussi il y a d'autres priorités. Donc ils se donnent le temps, effectivement, de comprendre ce qui se passe, et nous avons donc ce grand espoir que dans les jours à venir, donc le récépissé nous sera remis, du moment que, depuis que nous avons déposé notre dossier, l'administration n'a émis aucune objection, aucune réserve, et nous n'avons reçu aucun document disant que nous avons constaté que le dossier déposé comporte des insuffisances, aucunement. Donc du moment que le dossier, nous avons eu l'accusé de réception, donc du moment que le dossier a été reçu bon et bien, et que le délai légal également est épuisé, nous ne pouvons qu'attendre effectivement que l'administration se conforme même à la loi, donc et réagisse et positivement en notre faveur. Voilà. D'accord. Juge Var. On a vu que lors de votre dernier point de presse, l'un des premiers points, c'était de manifester votre soutien à l'endroit des nouvelles autorités et puis de partager l'espoir que même s'il y a une recrudescence des attaques, la question de la restauration de l'intégrité territoriale, quoi qu'on dise, est peu cher à vous et que vous partagez que dans tous les cas, on pourra y arriver. C'est quoi le soutien de façon claire dont vous parlez? Je pense que cela ne devrait pas faire l'objet de débats. C'est-à-dire que quels sont les objectifs que le nouveau régime s'est assigné. C'est d'abord le retour de la sécurité, la lutte contre l'insécurité, le retour des déplacés internes et la lutte contre la fraude et la corruption, la refondation de l'État. Je ne sais pas quel Burkinabé ne se retrouve pas donc à travers ces objectifs, ces missions. Sinon que c'est un minimum. Et donc nous, en tant que CDP, d'abord, nous l'avions dénoncé sous le président Roch. Et il se trouve qu'il y a des nouveaux acteurs qui sont venus, qui ont pris les responsabilités et que tout le monde a adhéré. Mais je pense que, quoi de plus normal, le CDP serait en contradiction avec lui-même, en n'apportant pas son soutien à ceux dont lui-même il était effectivement le porte-flambeau à un moment donné. Donc il est tout à fait normal que nos objectifs ayant été repris entièrement par le nouveau régime, mais que nous nous inscrivons et nous apportons notre soutien ferme et indéfectible à ce que ces objectifs puissent être atteints. C'était les objectifs aussi de Roch Kaboré, les rappeler à travers les mais vous savez qu'effectivement, lorsque le président Roch a été élu, si vous avez suivi nos premières déclarations, notre attitude à l'Assemblée nationale, nous avons dit, nous accordons une année sabbatique au régime pour voir la mise en œuvre effectivement du programme qui également quelque part était peut-être aussi une copie du programme du CDP. Donc nous avons dit, du moment que c'était les mêmes programmes pratiquement, il serait incongru que nous, en tant que militants du CDP, nous opposons à ce qu'effectivement ces programmes soient mis en œuvre. Mais lorsque nous avons constaté que la mise en œuvre du programme patinait, que les orientations n'étaient pas les orientations que nous avions souhaitées, vous avez vu que nous avons commencé à dénoncer. Nous avons même organisé une marche dans le cadre de CEFOP. Et à un moment donné, nous avons donné un ultimatum au gouvernement pour dire que l'année est épuisée. Et si rien n'est fait, nous nous verrons dans l'obligation de sortir dans la rue pour vous interpeller, vous rappeler qu'effectivement, ce n'est pas ce que vous avez dit dès le départ. Vous avez dit que malgré la multitude des attaques, vous fondez l'espoir de la restauration des territoires. Quels sont les éléments qui fondent cet espoir-là chez vous? Mais d'abord, et au-delà de tout, que devons-nous faire? Les civils ont essayé. Un régime démocratique, il lui a essayé. Pratiquement, il a perdu les 2 tiers du territoire. On a plus de 10 millions de déplacés. On a près de 10 millions de personnes qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Et nous-mêmes, nous étions dans une situation où nous avions dit, si vous ne pouvez pas, vous serez obligés de dégager pour que d'autres personnes prennent la place. 2 personnes ont pris la place. Mais d'abord, c'est de fonder espoir qu'effectivement, les choses vont évoluer. Déjà, l'espoir fait vivre. Et également, lorsque vous observez les nouveaux acteurs qui sont là, qui dirigent donc l'appareil sécuritaire, ils étaient dans la chaîne de commandement, ils étaient même dans l'opérationnel sur le terrain. Ils connaissent les forces et les faiblesses, parce que, nous l'avons dit dans d'autres milieux, il y a la décision militaire, il y a la décision politique. Mais le plus souvent, c'est les politiques qui engagent les militaires. Aujourd'hui, nous avons
une chaîne de commandement unique où les politiques et en même temps les militaires. Et donc nous avons espoir qu'effectivement la coordination pourra mieux se réaliser. Et également, vous avez suivi où nous avons dénoncé la qualité et la manière d'acquérir donc le matériel militaire. Du moment que c'est les utilisateurs eux-mêmes qui vont commander leur matériel, nous avons espoir également que nous aurons effectivement du matériel de qualité. Donc l'un dans l'autre, vous comprenez qu'effectivement, voilà, nous ne pouvons que fonder espoir que les choses iront mieux. Bientôt, on sera à 3 mois de ce coup de force-là. Est-ce que vous avez des éléments qui vous donnent plus de conviction? Vous savez, si nous devons résumer cette lutte contre l'insécurité à l'action des acteurs qui sont au pouvoir seulement, je pense qu'il y a de forts risques que nous-mêmes nous soyons désillusionnés. D'accord. La lutte contre le terrorisme, contre l'insécurité ne peut pas être seulement l'action de ceux qui sont au pouvoir, ne peut pas être l'action seulement du gouvernement, c'est l'action à nous tous. Qu'est-ce que nous avons fait depuis les 3 mois pour que les choses évoluent? Quel est le degré d'engagement individuel et collectif de chacun de nous aujourd'hui pour que les choses évoluent? C'est cette question d'abord que nous devons nous poser. Mais malheureusement, non. Nous sommes assis parce qu'on pense que d'un coup de baguette magique, ceux qui sont là vont pouvoir inverser les choses. Non. D'abord, il faut qu'il y ait l'engagement de tout le monde. Et c'est pourquoi nous avons demandé, à travers notre conférence de presse, que tous les compatriotes se mettent dans l'action, se mettent à la disposition des nouveaux acteurs pour que nous réussissions à inverser. Mais également, nous avons quand même certains éléments d'information qui font espoir qu'effectivement, il y a une certaine évolution sur le terrain. Moi, je suis premier vice-président du CDP, je suis le responsable des structures de mon parti, je suis en contact avec pratiquement les SG de toutes les sous-sections, je suis en contact avec les SG des 45 provinces, et donc il y a des informations qui nous remontent. Et bon, nous ne sommes pas chargés de communiquer sur l'évolution de la situation, mais en tout cas, dans certaines localités, effectivement, les informations qui nous remontent est que la situation semble évoluer positivement. D'accord. Juste pour moi. Oui, je suis étonné de votre posture ce matin. Parce que quand vous parlez d'accompagnement de tout le monde, c'est comme si tout le monde avait été réuni pour désigner quelqu'un pour dire allez-y, nous allons vous accompagner. Vous dites que ceux qui nous gouvernent étaient dans les chaînes de commandement. Ça, je suis d'accord effectivement avec vous. Donc, ils sont venus. Le premier argument, c'était pour dire c'est seulement pour les raisons sécuritaires. Quand ils vous ont réunis, hommes politiques, ils vous ont dit vous êtes à 100% responsables. Majorité comme opposition de la situation dans laquelle nous sommes. Tout en reconnaissant la part de responsabilité de l'armée, vous êtes les premiers responsables parce que vous n'avez même pas été capable de vous entendre toutes ces années durant et nous avons abouti à une telle situation. Donc, c'est-à-dire qu'à les entendre parler, ces messieurs, c'était comme s'ils étaient venus avec la solution miracle en même temps. Quand on écoute très bien les premiers discours, ce qui a été donné, c'est ça. Il a fallu attendre la toute première conférence de presse délivrée par le colonel Naon pour dire qu'il ne faut pas se dire que parce que le coup d'État est intervenu le 24, quelques semaines après c'est fini. Pour que les Burkinabés commencent à dire attention. Donc l'euphorie a commencé à retomber à partir de ce moment-là. Et donc, que vous dites que les uns et les autres n'accompagnent pas ceci ou cela, pour des gens qui étaient venus en nous affirmant que la solution miracle est entre leurs mains, ce n'est pas aux Burkinabés qu'il faut en vouloir, c'est à eux qui ont donné un discours et après qui ont rectifié le discours. Donc ce n'est pas que les uns et les autres n'accompagnent pas, c'est eux qui n'ont pas rassuré à travers 2 discours en un temps record. Et pour comme on appelle ça, pour me résumer, il y a eu une bonne euphorie au départ. Il y a eu un soutien au départ. Certains ont condamné à demi-mot, d'autres ont pris acte. Mais il y en a qui sont aussi restés dans l'indifférence. Comme ils sont venus pour les questions sécuritaires, alors que c'est ça notre problème, ok, qu'il résolve la situation. Donc quand ce matin vous revenez avec un autre discours, je crains que c'est le mot activisme politique débordant qui fait que vous parlez de comment vous parlez comme ça. Je suis quand même un peu gêné lorsque vous... Voilà, vous interprétez mes propos de la sorte, parce que je ne crois pas avoir dit qu'il y a des Burkinabés qui n'accompagnent pas. J'ai dit que par rapport aux objectifs qu'ils sont assignés, je ne vois pas quel compatriote ne se reconnaît pas à travers les objectifs qu'ils sont assignés. Quels sont ces objectifs? Mais bien sûr, le retour de la sécurité, oui. Et la restauration de l'intégrité du territoire, le retour des déplacés internes, la lutte contre la fraude et la corruption. Je vous ai posé la question. J'arrive, je n'ai pas encore fini. C'est qui ne se reconnaît pas à travers ces objectifs? Tout le monde.
Donc, raison pour laquelle tout le monde doit accompagner le mouvement. C'est ce que j'ai dit. Ensuite, lorsque vous dites que, voilà, ils sont venus, ils ont dit, bon, je prends le cas d'un enfant qui pleure qu'il a faim. Vous avez le maïs posé, l'enfant a faim. Ce n'est pas le maïs que vous allez prendre lui donner à manger. Il y a un processus pour que vous puissiez lui donner les repas. Et donc, même s'ils viennent pour dire, nous sommes venus pour ramener la sécurité, ce n'est pas d'un coup de baguette magique qu'ils vont rassembler tous les terroristes et puis pour dire donc la sécurité est revenue. C'est tout un processus et c'est tout à fait normal parce qu'il y a un certain discours aussi qui est entretenu, comme quoi ça dit que dès que la déclaration est faite, tout le monde va déposer les armes. Et puis voilà, même quand vous prenez la commande du matériel militaire, même les véhicules que nous commandons à Diakfa, ce n'est pas en 24 heures qu'on les a. Souvent, c'est sur 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Attention à la pluie. J'arrive. Donc, c'est le matériel militaire également. On va après tendre une facture à M. Sanou. Le matériel militaire également, ce n'est pas du matériel qu'on commande comme ça. Même la mise en œuvre de la stratégie, même le déploiement des troupes sur le terrain ne peut pas se faire en l'espace de 1 ou 2 semaines. Alors, également, en revenant à la reconnaissance du nouveau régime, je pense que le Conseil constitutionnel, qui est donc l'organe suprême en matière de droits au niveau du pays, a validé la prise du pouvoir. Le président Damiba a prêté serment. Qui remet en cause le Conseil constitutionnel? Nous tous nous soumettons aux décisions du Conseil constitutionnel. Donc, raison de plus encore pour que nous puissions donc accompagner les nouveaux acteurs. Donc, pour me résumer, je n'ai pas dit qu'il y a des Burkinabés qui sont contre. J'ai dit par rapport aux objectifs, tout le monde doit se reconnaître dans ces objectifs. Et également par rapport à la première déclaration, ou aux premières déclarations, il y a la déclaration, il y a l'intention, il y a les actes, donc la mise en œuvre. Donc l'un dans l'autre, ce processus-là ne peut pas se faire en 24 heures ou en 1 semaine ou en 2 mois même. Il faut des mois. Merci M. Sanou, vous êtes très précis. Quand on prend le diagnostic fait par Dr Lassina Zerbo, je prends le dernier Premier ministre de Roch Kaboré, on prend le diagnostic fait par le Dr Lassina Zerbo et le diagnostic livré par le Dr Albert Ouedraogo devant les 2 parlements, c'est du pareil au même. On prend les 4 objectifs de Lassina Zerbo et les 4 objectifs du docteur Albert Ouedraogo, c'est pareil. C'est les noms qui ont changé. Objectif stratégique, pilier stratégique. C'est au niveau du numéro 3 et du numéro 4 qu'il y a une différence d'ordre. Sinon, les mots, c'est à peu près les mêmes choses. Chacun a jonglé pour ne pas utiliser les mêmes mots. Je m'attendais personnellement à un 5e objectif que vous, homme politique, vous deviez réclamer. C'est le retour à l'ordre constitutionnel normal. Ça fait partie des objectifs. Même si c'est dans 10 ans, au moins qu'on ait cet objectif-là clairement exprimé. Ça ne l'a pas été clairement exprimé. Je suis d'accord avec vous qu'effectivement, nous avons été flattés. Parce que quand le repas n'est pas prêt, on flatte l'enfant. C'est ce que vous nous dites. Donc, on est d'accord que c'est ce qui s'est passé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un processus. On est d'accord qu'il y a un processus. Mais c'est de dire également dans le discours qu'il y a un processus. Une fois de plus, je vais rectifier vos propos parce que vous avez une manière d'interpréter les propos des uns et des autres. Je pense que non, il ne faut pas qu'on joue à ce jeu-là. Je n'ai pas dit qu'on flatte l'enfant. Je dis même quand l'enfant a faim, on ne prend pas les maïs lui donner en même temps parce que ça suit un processus. Donc quand l'enfant a faim, on dit bon, attends, on va te préparer à manger. Il y a la matière, le maïs qui est là. Il faut l'envoyer moudre, venir préparer les repas avant de lui donner à manger. Donc, entre dire il y a la matière pour préparer et puis flatter l'enfant, je pense que quand même il y a une différence. Voilà. Également, par rapport à ce que vous dites au retour à l'ordre constitutionnel, non, je pense même qu'au-delà même de cette exigence de retour à l'ordre constitutionnel, il doit y avoir une exigence de refondation même, carrément même, du champ politique. Parce que vous voyez, ça fait en l'espace de quelques années, 6 ou 7 ans, que nous sommes à une deuxième transition. Il y a une première transition en 2014, ensuite quelques années après nous sommes à une deuxième transition. Ce qui veut dire qu'effectivement, lorsque cette instabilité s'installe au niveau des institutions, il y a lieu donc d'une remise en cause fondamentale. Donc le retour à l'ordre constitutionnel, c'est une exigence, mais comment revenir dans un ordre constitutionnel qui puisse perdurer pour éviter que on se retrouve quelques années après encore dans une transition. Je pense que c'est cette réflexion effectivement que la classe politique doit mener. Nous, lors de notre conférence de presse, nous avons effectivement demandé l'accompagnement des organisations sous-régionales pour aboutir au retour d'un ordre constitutionnel normal. Nous l'avons demandé dans notre conférence de presse. C'est vrai, bon, voilà, aujourd'hui un peu les acteurs politiques sont un peu dans les nuages.
voilà, là, chacun se cherche un peu. Bon, je pense que lorsque les choses vont se stabiliser, bon, voilà, les gens auront une certaine lecture beaucoup, voilà. Alors, je vais juste conclure sur mon propos. Mais pour la suite de l'émission, on vous précise de vous en tenir au propos et de ne pas faire des interprétations. Non, je ne fais même pas d'interprétation. Quand je parle de retour à l'ordre constitutionnel normal, j'ai dit même si c'est dans 10 ans, au moins on a un objectif. Même si c'est dans 20 ans, au moins l'objectif est clairement exprimé. Maintenant, le délai de l'atteinte de l'objectif est une autre chose. Mais quand on ne l'exprime pas clairement, ça me dérange. Je n'ai pas dit de l'exprimer et de le tenir dans 6 mois. Mais au moins, ce qui a été dit, refondation de comment on appelle ça, le retour des déplacés internes, est-ce qu'il y a un délai qui est donné? Non. Donc, les deux objectifs qui ont été donnés, je ne crois pas qu'il y ait un délai qui a été donné, sauf quand il a demandé 5 mois pour apprécier les premiers résultats. C'est pourquoi je dis, au moins qu'on est dans les objectifs là, un 5e objectif qui dit retour à l'ordre constitutionnel normal. Quand? Ça, c'est un autre problème. Pour ce que le Conseil constitutionnel a fait, il y a des Burkinabés qui se sont érigés contre ce que le Conseil constitutionnel a fait, parmi lesquels le président de la Société burkinabé de droit constitutionnel, le professeur Souma. Mais qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Oui, qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Voilà. Mais ça n'empêche pas que ce qu'il est relevé soit exact. Je l'ai dit, c'est une forfaiture. Maintenant, c'est une interprétation. Et même en 2014, quand il y a eu l'insurrection et que la succession n'a pas respecté ce que la Constitution a dit, parce que Blaise Compaoré a invoqué les dispositions constitutionnelles pour descendre. Certains ont dit c'est une insurrection, on passe outre. Ça n'a pas empêché que jusqu'à présent, certains dénoncent que c'était un coup d'État. Oui, mais dans tous les cas. Donc maintenant, ce n'est pas parce que notre Conseil constitutionnel nous a imposé cela et que les gens ne disent rien parce qu'ils sont en train de regarder que effectivement tout le monde a été d'accord avec. Non, qu'ils ne l'expriment pas, oui, mais il ne faut pas que voilà. C'est le constat que nous faisons. C'est pas évident. Le professeur, il a dit qu'il n'était pas d'accord avec la décision du Conseil constitutionnel. Ben, moi, je l'ai dit sur d'autres plateaux, nous ne sommes pas des spécialistes du droit. Ceux qui sont les spécialistes du droit, qui sont les doctrinaires, c'est ceux du Conseil constitutionnel qui nous ont dit ça peut se faire. Nous ne pouvons que prendre acte et puis consommer. Maintenant, il y a un qui a dit c'est pas faisable. Il n'est pas le seul. Oui, bon, non, j'ai dit oui, mais en attendant, les décisions du Conseil constitutionnel emportent sur toute autre position. Et curieusement, celui qui a dénoncé la position du Conseil constitutionnel, aujourd'hui se retrouve en train de mettre en œuvre ce qu'il a dénoncé hier. Donc, nous autres, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons dire, est-ce que réellement sa position était la bonne? Parce qu'il devait aller jusqu'au bout de cette position. Après avoir dénoncé la décision du Conseil constitutionnel, il devait se mettre en marge des organes que cette décision devait mettre en place. Mais lui-même, il fait partie aujourd'hui. Mais ça nous amène à nous poser la question, est-ce que la position qu'il avait prise hier était la bonne? Était la vraie? Il est l'un de ceux qui ont dit. Oui, il est l'un. Mais aujourd'hui, lui, il y a eu la sortie de Harouna Diko qui a été précis et clair et qui a même dit que ce qui a été fait n'est pas normal. J'ai pris Souma, j'ai dit c'est l'un des seuls. L'un des ceux qui ont dit, pas le seul. Oui, mais voilà, le Conseil constitutionnel dit que c'est normal. Nous soumettons aux décisions du Conseil constitutionnel. Si c'est normal, mais nous ne faisons qu'appliquer. D'accord, c'est tout. J'y vais. Oui, je sens que c'est un peu tendu entre deux. Non, c'est pas du tout. Non, il n'y a absolument rien. Mais bon, chacun donne ses explications, c'est tout. C'est ça le tribunal, je rassure. J'aime bien les paraboles de notre invité. Hein. Sauf que l'enfant, il a faim il y a longtemps. Et ce qui s'est passé, c'est que ceux qui sont dans la cuisine ont décidé de renverser le chef cuisinier parce que le mets qu'il avait proposé était trop long et à l'application, ça devenait très difficile. L'enfant ayant faim continue de pleurer. Et eux ont changé le menu, puisque maintenant c'est eux les chefs cuisiniers. Et j'ai demandé à un moment donné, qu'est-ce qui, en termes de prémices, vous donne l'impression qu'il faudrait avoir cet espoir? C'est-à-dire quelles sont les odeurs qui viennent, les nouvelles odeurs qui viennent de la cuisine, même si on n'a pas encore mangé, qui nous disent que le plat là, il va venir très vite. Il a dit non, il faut regarder le menu. Le menu, il y avait quelqu'un qui avait déjà donné au premier instant, on n'a pas donné le temps. Et il y a un deuxième menu qui est venu, il dit il faut regarder le menu. Donc maintenant c'est les odeurs qu'on veut, et puis le plat s'approchant. Je finis d'ailleurs sur sa parabole pour la terminer. Mais en même temps, il y a ce que vous avez proposé depuis fort longtemps, la question du dialogue. Absolument. Maintenant, le mot dialogue,
on le retrouve dans les discours de ceux qui sont à la tête du pays. Mais cette fois-ci, pas forcément de la même façon. Parce qu'ils disent, on va le laisser au niveau des acteurs locaux qui vont prendre langue avec les fils du pays qui ont pris des armes et les ont retenus contre la patrie, et puis voir qui on peut sauver, qui on peut ramener parmi nous. Vous pensez que ça peut prospérer, ou bien il faut aller encore plus loin pour le dialogue que vous vouliez? Quel est votre regard? Mais vous savez que les glaives n'a pas été absolument la solution à toutes les crises. Partout dans l'histoire de l'humanité, là où on a soumis les peuples par la force, même si c'est des siècles après, ces peuples toujours ont recouvré leur liberté. Voilà. Donc c'est vous dire que la solution à une crise comme la nôtre, qui est vraiment multidimensionnelle, n'est pas absolument et unilatéralement donc l'usage de la force. Et nous avons, depuis le début de la crise, si vous l'avez suivi, nous avons dit privilégions l'usage de la parole plutôt que l'usage des armes. Économisons les sangs que nos frères ont versés. Et nous avons dit à travers les dialogues, même si c'est une seule vie qu'on sauve, c'est déjà quelque chose. Et si à travers les dialogues, si on arrive à convaincre, même si c'est un seul Burkinabé à déposer les armes, c'est déjà quelque chose. Alors, donc, le processus, il peut se mener de diverses manières, parce que les raisons évoluent d'une zone à une autre, d'un individu à un autre. Et nous pensons qu'effectivement, il peut y avoir donc des acteurs sur le terrain qui, nous avons rencontré certains à un moment donné, qui demandaient effectivement accompagner l'État dans le processus donc de dialogue plutôt que dans l'usage de la force. Et nous pensons qu'effectivement, si on arrive à ramener ces personnes donc au premier plan, à leur confier la mission, nous pensons que quelque chose peut être fait. Et vous voyez, même aujourd'hui en Ukraine, l'Ukraine et la Russie continuent le dialogue, continuent à se parler, malgré que tous les jours donc, des torrents de bombes sont déversés de part et d'autre, ils continuent à se parler. Et donc, également, je pense que parmi donc, ces fils qui ont pris les armes contre la mère patrie, contre leurs frères, dans un processus donc, qui peut les amener à déposer les armes, ces mêmes fils peuvent être des supplétifs de l'armée pour combattre les ennemis extérieurs qui viennent donc agresser la nation. Il faut y croire, il faut y mettre de la volonté, et nous avons espoir effectivement donc des résultats probants donc sortiront donc de ces comités-là. Mais vous, ce que vous proposiez au départ, vous dites il faut négocier avec vous disiez dialoguer avec les terroristes. Je pense que ce que vous voyez, c'était plutôt les groupes qu'il y avait derrière, et pas seulement les individus, parce que c'est très organisé. Oui, parce que effectivement, au départ, c'était des groupes donc qui étaient même hors du pays, qui venaient agresser donc les pays. Mais aujourd'hui, ça s'est métastasé. Les acteurs extérieurs, donc qui sont hors du pays, ils ont, comment vous appelez ça, ils ont trouvé des répondants locaux, et à ceux-là se sont ajoutés d'autres révoltés qui, pas pour des raisons religieuses, pas pour des raisons idéologiques, mais tout simplement donc pour des raisons de grand banditisme, donc on pris les armes, d'autres pour des questions communautaires, des révoltes donc contre l'État, parce qu'à un moment donné leurs communautés ont été victimes d'actes ou d'actions par l'État ou par des individus. Bon, l'un dans l'autre, toujours est-il que nous pensons que on peut toujours se parler. D'accord. Alors, je rappelle à ceux qui viennent de nous prendre en marche que Boubacar Sanou, premier vice-président du CDP, est notre convoqué du jour. Avec lui, on parle en tout cas de la vie de son parti, également de la situation nationale, totalement en lien avec la question sécuritaire. Alors, vous l'avez dit, à côté justement du dialogue qui doit se mener, alors ça n'exclut pas que sur le terrain, les forces de défense et de sécurité opposent la puissance de feu qu'il faut justement aux groupes terroristes. Et dans ce cas, là justement pour affiner davantage la stratégie et permettre aux hommes sur le terrain de mieux travailler, on prévoit réactiver l'état d'urgence et même l'étendre sur l'ensemble du territoire national. C'est une proposition, mais actuellement qui fait déjà débat. Parce que quand on parle d'état d'urgence, on parle de restriction des libertés individuelles et collectives,
beaucoup craignent qu'il y ait des abus. Votre regard par rapport à cela? Bon, effectivement, chacun peut avoir sa manière de voir les choses, mais prenons même à notre dimension individuelle personnelle. Qui ne prend pas des précautions aujourd'hui pour voyager? Est-ce que nous vivons de la même manière que nous vivons il y a 5, 6, 7 ans? Non. Individuellement, chacun a pris certaines dispositions sans que l'État même n'agisse ou ne fasse quoi que ce soit. Donc, je pense que si nous avons nous-mêmes volontairement, même, avant même que l'État ne prenne des dispositions, nous-mêmes nous avons pris des dispositions pour restreindre un peu notre liberté. Et si on doit encadrer cela, je pense que quoi de plus normal? C'est vrai que c'est des situations d'exception qui peuvent ouvrir la porte à des abus, mais c'est de travailler à ce que effectivement cela ne survienne pas, ou que si il peut y avoir donc des dérapages, que cela soit vraiment circonscrit. Également donc cet état d'urgence ne discute pas donc certains acteurs des actes qu'ils viendront à poser. Voilà, si effectivement c'est des abus, c'est des actes irréguliers et illégaux, donc qu'ils assument leurs responsabilités. La question que beaucoup de Burkinabés se posent, c'est l'efficacité de cette mesure, parce que l'état d'urgence, c'est pas un fait nouveau. Il y a des régions qui ont été mises sous état d'urgence, mais au résultat, on attend toujours. Est-ce que cette crainte n'est pas justifiée? Avez-vous les raisons qui motivent donc la prise de cet état d'urgence? Ceux qui ont demandé à instaurer l'état d'urgence, vous ont-ils avancé les raisons? Parce que lorsqu'on a un niveau de décision, il y a des informations dont on dispose que tout le monde ne dispose pas. Avez-vous aujourd'hui le degré de sécurité ou d'insécurité de Ouagadougou? Certains le savent, d'autres ne le savent pas. Donc quand on demande certaines mesures exceptionnelles, c'est par rapport aux informations dont on dispose. Ce sont des arguments qu'on nous avait opposés, notamment avec le régime dessus. On a vu la coupure d'Internet, où on estime qu'on n'avait pas tous les tenants et les aboutissants. Oui, mais maintenant, est-ce que vous pensez que sans état d'urgence dans certaines zones, aujourd'hui, la situation serait ce qu'elle est? Peut-être qu'elle serait pire que ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, lorsqu'on prend certaines mesures, il faut dire que celui qui prend ces mesures-là, ce n'est pas dans le souci de mal faire, c'est dans l'intention de bien faire. Et donc, pour cela, moi, je ne vois vraiment pas là où il y a les problèmes par rapport donc, à la prise de cet état d'urgence. Maintenant, que dans l'application, effectivement, qu'il y ait des garde-fous pour que certains n'en abusent pas. Mais toujours est-il qu'il faut donner les moyens, les instruments nécessaires à ceux qui gouvernent pour pouvoir prendre certaines décisions. Et là, il ne peut pas avoir de problème. D'accord. Juste pour moi. Oui, par rapport à cette situation, le constat, effectivement, il est clair. À l'allure où vont les choses, comme si je personnalisais le débat, non. Mais j'ai dit, notre invité dit des choses qui sont effectivement intéressantes, mais qui tranchent avec le discours que nous avons eu. La situation actuelle, effectivement, est à la prudence. Donc on parle de risque de restriction de liberté, mais j'ai l'impression que vous ne voyez aucun inconvénient. Mais je pense que lorsque souvent nous sommes assis dans notre confort de Ouagadougou, ou en tout cas de certaines villes où nous vivons une relative sécurité, nous n'avons pas mesure de ce que certains souhaitent. Lorsque vous allez voir un déplacé interne aujourd'hui, même s'il faut pactiser avec les diables pour que lui retourne chez lui, il est prêt. Son seul souci, c'est de retourner chez lui. Lorsque vous allez voir quelqu'un qui a faim aujourd'hui, son seul souci, comment avoir à manger, quel que soit le prix à payer, il est prêt pour qu'il ait à manger. Alors donc nous aujourd'hui, c'est vrai que les partisans de la démocratie pratiquement, et une démocratie sans contrôle, diront non, on n'en veut pas. Mais moi je dis aujourd'hui, quelle peut être notre contribution, notre concours, et les messages qu'on peut envoyer à ces déplacés internes pour qu'ils gardent espoir. Mais on nous demande, nous allons prendre des mesures qui vont permettre d'améliorer une situation pour permettre à vos frères de retrouver leur quotidien. Certains trouvent que non, c'est exagéré. Je dis non. Si c'est le prix à payer pour que la sécurité revienne, si c'est le prix à payer pour que nos frères, je vous dis que lorsque vous voyez souvent certaines situations de déplacés internes, vous ne pouvez pas ne pas verser des larmes. Et si c'est le prix à payer pour que ces gens-là gardent espoir ou que ces gens-là retournent chez eux, je ne crois pas que ce soit cher payé.
La transition dure combien d'années? 3 ans. Il y en a qui sont déplacés internes, ça fait 7 ans. Mais si c'est pour que ces gens-là puissent retourner chez eux, mais que nous, au bout de 3 ans, que nous acceptons payer pour 3 ans pour que nos frères puissent retourner vivre chez eux définitivement, je crois que ce n'est pas exagéré. Voilà. Non, je précise mes propos. Quand on parle de restriction de liberté, ce n'est pas pour les villes qui ne sont même pas encore touchées, ou la capitale, ou non, ou ceux qui se disent qu'ils sont pour le moment à l'abri. Je parle de toute l'étendue du territoire national. Dans ces zones-là, il y en a également qui dénoncent, qui disent il y a ceci ou il y a cela. Donc quand je parle de restriction, je parle de tout le monde. Et s'il y a des limites dans ces zones-là, que ces personnes peuvent dire, et au nom de cette restriction, elles ne disent pas, est-ce que c'est normal? Je ne parle pas seulement de ceux qui sont dans le confort de la capitale ou des autres qui ne sont pas encore touchés. Non, je ne parle pas, je parle de façon générale. Donc moi, je parle effectivement de façon générale. Ce n'est pas pour dire que... Voilà, non, je ne sais pas. Parce que quand je le dis... Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de vivre l'état d'urgence dans un état comme le nôtre et puis vivre sous le joug des terroristes ou des djihadistes. Quelqu'un a-t-il fait cette expérience? En fait, on ne se comprend pas. On se comprend très bien. Quand vous dites que même ceux qui sont dans les zones d'insécurité où l'état d'urgence a été décrété depuis, ils dénoncent. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Entre vivre dans un état de droit, garder espoir que l'état de droit revienne, que l'état d'urgence soit levé, et vivre dans une zone où on va vivre définitivement sous le joug des terroristes, vous devez faire le choix. Oui, ce que vous dites est vrai, sauf que ces zones-là sont dans l'état d'urgence depuis combien d'années? Oui, mais depuis plusieurs années. Oui, mais... Donc, et état d'urgence, couvre-feu. Mais les attaques ne s'étaient pas arrêtées. Mais bien sûr. C'est pourquoi je pose la question. Voilà, donc... Mais je pense qu'on se comprend très bien. Ok, d'accord. C'est-à-dire que ce que vous ne voulez pas accepter est que nous sommes dans une situation où nous n'avons pas les éléments nécessaires pour apprécier que l'état d'urgence soit étendu sur toute l'étendue du territoire. L'état d'urgence... Je ne l'accepte pas, je me pose des questions. Oui, mais bien sûr, il est tout à fait normal que vous posez des questions, voilà, parce que vous n'avez pas les éléments, vous n'avez pas les éléments nécessaires pour apprécier le pourquoi de cette décision. Voilà, mais ceux qui ont décidé de prendre cette décision, ils ont les éléments qui les motivent à prendre cette décision. C'est ce que je suis en train de vous faire comprendre. Du moment que vous n'avez pas les éléments, vous pouvez vous poser des questions, mais acceptez que ceux qui ont décidé de prendre cette décision, ils disposent d'éléments qui les amènent à prendre cette décision. Je ne l'ai même pas refusé, parce que qui de droit, j'ai même posé cette question. Donc le débat est clos alors. Même en face, j'ai posé cette question à qui de droit. Monsieur Sam, nous allons revenir sur la question de la création des comités locaux de dialogue. Alors, le ministre en charge de la réconciliation nationale estime justement que ce processus-là participe de la réconciliation des fils et des filles du Burkina Faso, parce que justement, dans les rangs des terroristes, il y a bien des Burkinabés. Parlant justement de cette question de réconciliation nationale, pour beaucoup, pour y arriver, il y a forcément les 3 étapes. La justice, la vérité et enfin la réconciliation nationale. Et parlant de justice, il y a le dossier Thomas Sankara qui a connu son épilogue. Le verdict, il est connu. On va s'intéresser à celui qui est en lien avec votre président d'honneur, Blaise Compaoré, qui est aujourd'hui condamné à vie. C'est également la même sentence pour Djendjéré, également Yacine Kafando. Votre regard là-dessus, sur ce verdict-là? Bon, je pense que nous sommes prononcés à travers notre conférence de presse. Nous avons dit que nous abstenons de commenter les décisions de justice. Nous avons même eu droit à 2 versions. Voilà. Il y a la déclaration de Achille Tapsoba. Non, Achille Tapsoba, c'est un militant du CDP, sa déclaration n'engage que lui-même. Mais nous avons pris la parole au nom du parti, de l'ensemble des militants du CDP et même du président d'honneur, qui est le président de notre parti. Nous avons dit que nous ne commentons pas les décisions de justice. Et nous avons fait ressortir que le dossier n'est pas clos. Il y a la possibilité de faire appel, il y a la possibilité de la grâce présidentielle, il y a la possibilité de l'amnistie. Donc nous attendons que tout cela soit épuisé avant de pouvoir donc nous prononcer définitivement. Mais en attendant, nous réservons, du moins que le dossier est toujours en cours. Mais est-ce que vous estimez justement que ce verdict-là peut permettre d'amorcer, en tout cas, la réconciliation nationale tant souhaitée? Dans tous les cas, la réconciliation
national ou individuel, c'est un état d'esprit. Parce que je pose la question en lien avec la réaction qu'on a eue le jour du procès. Il y a naturellement des gens qui ont applaudi et d'autres qui se sont offusqués, qui ont même applaudi le cortège de Djendjéré lors de son passage. Est-ce que quand on regarde ces deux aspects-là, on peut dire que véritablement les cœurs sont disposés à la réconciliation? Non, je pense que effectivement il y a problème. Il y a problème, nous avons fait l'observation, et même que des propos même tenus après encore par certains citoyens, notamment des avocats, nous amènent à nous poser des questions. Est-ce que réellement nous avons tous les mêmes préoccupations? Parce que la préoccupation majeure aujourd'hui des Burkinabés devait être l'union sacrée pour que nous puissions faire face à la crise à laquelle le pays fait face. Bon, malheureusement, nous sommes dans des postures d'arrière-garde où chacun défend une position en oubliant que c'est parce qu'il y a encore un Burkina Faso que nous défendons X ou Y position. Donc l'heure devait être au grand rassemblement pour que nous puissions faire face à la situation. Mais bon, dommage que nous avons constaté voilà des positions qui, au lieu de rapprocher les gens, les divisent davantage. Nous gardons espoir que voilà, les uns et les autres vont s'élever au-dessus donc, de certaines considérations et que voilà, nous allons pouvoir nous donner la main, parce que c'est vrai que nous avons vu des gens jubiler, un verdict où des gens jubilent, comme s'il y avait une victoire sur quelqu'un, où d'autres étaient offusqués, énervés à la limite. Bon, voilà, nous avons vu des gens applaudir, bon, voilà, d'autres en larmes. Bon, nous avons vu au sortir de ça, certains ont demandé des funérailles nationales. Bon, au moment où un dossier est toujours en cours, bon, nous pensons que du moment que tout le monde avait souhaité qu'il y ait ce procès, qu'au moins les Burkinabés puissent connaître la vérité, que voilà, justice soit rendue aux victimes. Bon, nous pensons qu'après cela, chacun devait avoir raison gardée et puis que nous puissions maintenant nous mettre ensemble pour avancer. Bon, mais ce qui nous est laissé apparaître voilà, après le verdict, bon, nous, en tout cas, nous sommes un peu vraiment dans les doutes, dans la réserve. D'accord. Je pense que dans ce qu'il cite, il oublie de dire qu'il y a un condamné à vie qui sort aussi comme une rockstar, célébrant je ne sais quoi. Ça aussi, il a oublié de le dire. Non, je n'ai pas oublié. Il dit qu'il y a des gens qui ont applaudi, il y en a qui ont manifesté des joies, il y en a qui étaient en larmes. Je l'ai bel et bien dit. Voilà. Bon. Mais l'attitude du concerné lui-même, c'est ça. Je vois qui a la parole. J'ai dit, il a manqué de rappeler un nombre d'éléments aussi. Et puis, deuxième élément, c'est que dans votre point de presse, vous disiez tout à l'heure, c'est l'heure de l'union, il faut rassembler les cœurs. Ben, les mêmes avocats dont vous parliez tout à l'heure, qui ont exprimé un point de vue, vous parliez le thème c'était quoi? Destin grégaire de petite loi. C'était ce qui avait été choisi comme propos pour qualifier les postures qui étaient les leurs. Mais je pense aussi qu'il y a des choses qui se défendent. Quand on dit on veut parler d'amnistie ou de grâce, il y a des dispositions qui vont avec. D'abord, quand on prend le cas de Blaise Compaoré, il n'est même pas venu. Deux, tout au long du procès. Et après, je parle des attitudes. Je ne sais pas si ça aussi vous le prenez en compte. Bon, vous savez, je pense que, comme je l'ai dit, le dossier est en cours. Il serait bon qu'on ne s'étende pas trop sur ça. Nous avons effectivement déploré l'attitude de certains avocats parce que nous pensons qu'au vu du rang qu'ils occupent, surtout socialement, il serait bon d'avoir un discours qui aille dans le sens de la réconciliation et non un discours encore qui divise davantage les concitoyens. Et lorsque des hommes de droit sortent dire qu'il ne faut même pas qu'ils viennent même à l'esprit même du président de la République ou de l'Assemblée nationale de juger des dispositions que la loi leur attribue, nous pensons quand même qu'il y a problème. Le degré de haine ne peut pas aller jusqu'à ce point. Vous ne pouvez même pas dire à un président de la République que vous lui interdisez même le droit de penser même. Là aussi, il y a problème. Il faut le dénoncer. Parce qu'on ne peut pas aller jusqu'à ce point pour dire que le président ne peut même pas envisager, ne peut même pas réfléchir même à accorder une grâce. Nous disons non. Le verdict a été rendu. Vous pensez avoir gagné. Vous célébrez votre victoire. OK. Mais dire que pour la suite, c'est pour dire que peut-être même à leur poser la question, ils interdisent même aux condamnés même de faire appel de la décision.
Mais c'est ça. Donc c'est ce que nous avons. On a tous suivi les mêmes choses. Voilà, oui, bien sûr. Ils ont fondé leur argumentaire sur les attitudes des concernés. J'arrive. Maintenant, le président Compaoré ne s'est pas présenté. La loi dispose. C'est pourquoi nous avons dit nous ne commentons pas. Que quelqu'un aurait une attitude de ceci ou cela. Je pense que voilà, on interprète les manières de chacun et voilà, chacun interprète comme il peut. Peut-être que moi-même, peut-être que par ma manière de parler, certains diront que ce monsieur est toujours arrogant, il parle avec suffisance. Bon, donc, c'est ma nature. Donc, vous comprenez qu'effectivement, vous ne pouvez pas, par exemple, à quelqu'un qui a été un chef suprême, qui a été un officier de son rang, d'avoir une attitude de choses, non. D'accord.